Cette semaine, dans le balado, on joue à la bourse, on joue à un jeu sadique et on protège une enfant Android. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut. J'arrivais pas à trouver un troisième. Ouais, on c'est joue. ça. Je me suis creusé la tête. Mais, mais bon. il fait pas... on joue à... Non, c'est pas vraiment un jeu. Il fait une blague avec être off puis être stand-by, mais c'est pas tant... Ah oui, non, il y avait... Il semble qu'à venir faire... Il fait croire qu'ils font un jeu, là, mais pas comme La vie est belle, là, mais... Ouais, ça nous a marqué. Ça aurait été... C'est ces fins dialogues-là. Ouais, c'est ça. Donc, avant d'attaquer les sorties de la semaine, un petit tour on va saluer notre oui, nouveau meilleur ami, le commentateur. À chaque fois, je suis tellement pas habitué. Bien sûr. Et si vous voulez, d'entrée de jeu, si vous voulez commanditer le balado, vous connaissez quelqu'un, quoi que ce soit, une compagnie, écrivez-nous balado@commercialmonciné.ca. Mais cette semaine, c'est encore nos amis de chez Porto Swing qui commanditent l'épisode. Si votre cœur bat au rythme de la musique, ils ont une annonce importante pour vous. Joignez l'école de danse Porto Swing qui ouvre grand leurs portes pour vous offrir un voyage dans le temps, soit de l'effervescence du jazz des années folles à l'énergie du rock and roll des années 50. Rejoignez-les pour les sessions palpitantes qui débutent à chaque saison sur des périodes de 12 semaines où ils proposent une variété de cours captivants pour tous les niveaux et tous les styles de danse swing, Lindy Hop, Rockabilly Jive, West Coast Swing, Boogie Woogie et bien d'autres. C'est des cours de 1h30 par semaine, donc un genre de 18 heures de cours. Et c'est une école qui a fêté ses 20 ans cette année. Ils sont également disponibles pour des animations, des spectacles, pour des événements publics ou privés. Et pour ce qui est des cours, que vous soyez débutant et à la recherche de vos premiers pas de danse ou que vous souhaitiez perfectionner votre technique pour enflammer les planchers de danse, ils ont le cours qu'il vous faut. C'est une école où règne l'esprit de famille, le plaisir de danser et si vous êtes simplement à la recherche d'une nouvelle expérience, l'école de danse Porto Swing est faite pour vous. Il y a 2 écoles à Québec, une à Sainte-Foy et une en Basse-Ville. Et bref, voilà, ne manquez pas cette chance incroyable de vivre l'expérience qui vous fera bouger de vos pieds, qui vous sortira de votre zone de confort et qui vous fera sourire comme jamais. Alors, merci Porto Swing. Visitez le Porto Swing, portoswing.com. Excellent. Donc, cette semaine, on a une nouvelle plus joyeuse puis une nouvelle un peu plus triste. Alors, la triste en premier? Ben oui. OK. On a appris tout récemment, ce matin même, fraîchement, oui, avant même d'enregistrer cet épisode du balado, le décès de Dumbledore dans l'univers des films d'Harry Potter, Michael Gambon, quand même 82 ans, décédé d'une pneumonie. Mais pour, évidemment, toute une génération, ce sera un personnage très marquant. C'est quasiment... ingrat, mais je dois avouer que moi aussi, je le connais juste comme Dumbledore, qui a pris à partir du 3e film. C'était pas lui les 2 premiers films. Mais c'est ça, il avait déjà 75 ans à l'époque. Fait que je ne sais même pas qu'est-ce qu'il a fait avant. C'est plus un comédien de métier qui a tourné dans plein d'affaires, mais sans nécessairement avoir de premier rôle ou de rôle marquant. Je suis allé éplucher un petit peu sa filmographie. C'est pas mal ce rôle-là pour lequel il a vraiment frappé l'imaginaire. Et comme tu l'as dit, justement, a remplacé Richard Harris, qui était décédé lui aussi d'un cancer après le 2e film, La Chambre secrète. Donc, on l'a remplacé. Je sais qu'au moment de ce choix-là, de la sortie du film, ça avait divisé un peu les fans. Là. Je me rappelle que son interprétation de Dumbledore est quand même un peu différente de celle de Richard Harris. Ouais, j'ai pas lu les romans. Je n'ai lu quelques-uns, puis ça fait trop longtemps, mais je me souviens que c'est qu'on dit que Dumbledore, il est assez doux et bienveillant, puis ça, c'est pas de la faute du comédien, c'est vraiment dans la direction qu'ils ont choisi d'y donner. Il est devenu plus quelqu'un qui est, il est secret, il est plus quand même autoritaire un peu dans sa façon de faire. Il confronte souvent Harry là, en le brassant pas mal, ce qui ne fait jamais. J'avais vu des comparaisons, là, des extraits vidéo entre... Je pense que c'est lui de la Coupe de Feu, là, quand le nom de Harry sort de la coupe de feu. Oui. Puis là, il se demande tout, t'as-tu mis ton nom? T'es pas supposé? Puis Harry, il l'a pas fait. Puis il est confronté vraiment violemment par Dumbledore, alors que quand il compare dans le récit, c'est de manière très... paternaliste, peut-être plus. Ouais, c'est ça. Puis plus, c'est parce qu'on se demande, c'est bizarre, man, ça serait cool, là. Puis l'autre, t'as-tu mis ton nom, Harry? Fait que, je pense que c'est ça, le monde trouvait qu'il y avait une différence, mais c'est pas de la faute du comédien. Puis moi qui les ai plus ou moins lus exactement, moi j'ai toujours beaucoup apprécié
le rôle de ce personnage-là. Fait que je comprends peut-être au point de vue cinématographique pourquoi ils ont changé son rôle un peu. Un peu plus d'intensité dans la dynamique du récit. Bref. Voilà. Donc, décès de M. Gambon. Pour la bonne nouvelle, pour les amateurs de cinéma, la grève des scénaristes est officiellement terminée. La nouvelle entente a été ratifiée par les membres. Donc, c'est retour au travail, ce qui veut dire que au moins, les écrivains peuvent continuer leur scénario, leur écriture, parce qu'il reste quand même un autre élément important, évidemment, la présence des acteurs. Fait qu'on ne peut pas non plus tout de suite aller en production tant que les comédiens sont en grève, mais j'ai l'impression que ça devrait se régler là, prochainement. Là, la pression va être énorme. Là, surtout que les acteurs savaient qu'il y avait une force un peu plus grande que les scénaristes dans tout ça. Puis, ils avaient mentionné leur appui et tout. Fait que ça aurait été... Il aurait pu régler pour les comédiens avant, mais on dirait que les comédiens auraient peut-être quand même continué ou c'était peut-être de leur bord aussi qu'on sait pas. Puis disaient non, régler les autres qui sont avant ça. Ça, c'est pas exactement, mais oui, fait que c'est sûr que dans les derniers matins, il y en a plein de scénaristes qui se sont fait appeler et dire « OK, là, c'est fini, là tu m'écris des scripts, puis des épisodes, puis des films, puis des sequels, puis des prequels. » Mais ouais, c'est tant mieux. Là, j'ai vu dans les clauses que je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé pour toute la notion des redevances avec les plateformes de streaming. Mais on a parlé beaucoup de l'IA, l'intelligence artificielle, qu'on reparlera dans The Creator d'ailleurs, mais qui est beaucoup contrôlé. Là, les producteurs ne pourront pas juste mettre un scénario de le parrain dans une intelligence artificielle puis dire « Fais-moi la même affaire, mais en 2020 puis avec des Afro-Américains. » Tu ne pourras pas faire ça. Là. Donc, bravo, enfin, pour tous ces gains-là aux scénaristes. Quand même, c'était une grève, c'est ça, d'importance. On en a parlé souvent, là, que c'était la première convention signée avec toutes ces nouvelles technologies et tout ça. Donc, la dernière fois qu'il y avait grévé comme ça longtemps, c'est que c'était des moments charnières où il y avait des... De l'industrie, c'est ça, tu sais, on renouvelle, puis là, aux 10-15 ans, c'est comme là, il faut réaligner parce que ça fonctionne pas. Oui, le modèle économique ne fonctionne plus. Donc, c'est ça. Alors, si les comédiens peuvent ratifier une entente assez rapidement, j'ai l'impression que le calendrier 2024 ne sera pas trop chamboulé. Là, donc, ça va être à suivre. Oui, exact, parce qu'eux, ils vont aussi pouvoir recommencer à faire les tournées promotionnelles, ce qui avait déplacé, entre autres, de Dune et d'autres films. J'ai entendu que la date de dépôt aussi des Oscars avait été déplacée. Oui, c'est ça. Pas vérifié. Moi non plus, ça va être à suivre. Ouais, c'est ça, c'est comme une nouvelle qu'on apporte un potin, mais qu'on n'a pas regardé. Mais je pense pas, peut-être pas qu'il déplaçait la cérémonie, comme quoi elle était peut-être pas annoncée non plus. Je sais pas s'il l'annonce tout de suite un an d'avance comme un Super Bowl, mais me semble toujours pas mal les mêmes fins de semaine, là, même dimanche. Fait que, bref, mais là, si tout se résout rapidement, je pense même qu'ils ont annoncé que lundi, ça se peut-tu, ça, le 2 octobre, ils allaient se rencontrer, là, une couple de producteurs puis des comédiens. Les comités de négociation. On commence à négocier. Là, fait que ça devrait aller de bon train. Excellent. Moi, ça fait le tour. Comme juste une petite semaine. Sinon, pour bande-annonce... il y en a une, moi, qui capte mon attention. Oui, puis j'aime bien ça. C'est des bandes annonces qu'on n'attendait pas. Dans le sens que je savais pas c'était quoi cette affaire-là. Je n'ai pas tant entendu parler. Pouf! Argyle de Matthew Vaughn, lui qui avait fait, entre autres, les Kick-Ass, c'est ça? Si je me souviens. Oui, Kingsman aussi. Oui, les Kingsman, voilà. Fait qu'on est encore un peu dans le même genre là, de action comique. Puis, il y a quelque chose qui fait un petit peu... j'oublie le titre, le film avec... The Lost City avec Sandra Bullock. Ouais, j'ai le même réflexe. Je suis allé taper. C'était quoi encore le titre du film? Mais oui, tout à fait. Fait qu'on a une romancière qui écrit des livres, mais elle, d'espionnage, et non des romans à l'eau de rose, là. Des livres d'espionnage, et que finalement, elle va se retrouver elle-même dans une histoire d'espionnage parce qu'il paraîtrait... que les livres qu'elle écrit, finalement, contiendraient des vraies informations. Fait que les espions puis tout le monde s'arrache elle pour qu'elle écrive un livre pour avoir des codes. C'est comme si sans le savoir, elle va donner des cues et tout. Exactement. Fait qu'il y a beaucoup d'action. Puis c'est cool. Elle va être beaucoup flanquée par Sam Rockwell. Oui.
qui est dans un rôle de jeune sexy d'action un peu. Là, alors, tout à fait, ouais. Ouais. Puis c'est juste des faces connues dans ce film-là. Là. Gros casting. Autant on voit le film commence, la bande-annonce commence avec une espèce de personnification de ces personnages. Ouais. Puis j'ai déjà oublié. C'est Henry Cavill. Puis Dua Lipa quand même. Un drôle de mix. C'est ça, Argyle, c'est comme le nom de son personnage qui est un espion. Là. Puis, écoute, non, c'est drôle de voir Henry Cavill avec son look broche-cotte à la comme les cheveux Drago. En pique, là, un peu... comment il s'appelait? Johnny Bravo, là, dans les dessins animés, là, ou des trucs comme ça. Là. Donc, on retrouve aussi John Cena, Bryce Dallas Howard qui joue qui l'écrivaine en question. Donc, écoute, un casting assez intéressant. J'aime bien le style Matthew Vaughn. Je trouve que c'est un réalisateur... Écoute, qui remonte quand même à loin là, avec Snatch et tout ça. Là, fait que, ah non, c'était Guy Ritchie. Je me suis trompé. Je pense que c'est pas mal qu'il casse le premier truc qu'il a mis sur la map. Il y avait peut-être de quoi avant. Il a fait un des X-Men, je sais pas, le X-Men First Class, qui était le premier de la nouvelle trilogie. Donc, mais non, il a fait des scènes d'action très stylisées et tout ça. Et on le voit très bien dans la bande-annonce. Puis, écoute, en essayant de lire juste un petit peu plus sur le projet, je suis tombé sur quand même quelque chose de très mystérieux que je n'avais pas vu circuler dans les médias parce que ça fait quand même, je pense, 1 an que le projet avait été annoncé, tout ça. Faut quand même mentionner que c'est Apple Studios qui produit, mais ils vont quand même faire une sortie en salle avant. C'est ça, Apple sont fins comme ils font pour Killers of the Flower Moon puis Napoleon. Tout à fait. Mais quand ils avaient envoyé le communiqué pour parler du projet, ils avaient fait la mention que les droits du film avaient été achetés par une romancière parce que c'est vraiment basé sur un roman pour 200 millions. Ce qui est une somme colossale pour un roman qui n'était même pas publié. D'ailleurs, Vaughn a comme ajouté, quand j'ai eu accès aux manuscrits, ça arrive souvent. Là, des fois, à Hollywood, les manuscrits vont circuler dans les mains des producteurs avant même qu'ils soient publiés. Puis il a tout de suite dit, je voyais le potentiel énorme, on réinvente le genre d'espionnage et tout ça. Mais quand même, 200 millions. Puis là, il y a quelques journalistes qui ont commencé à aller fouiller. C'est qui Ellie Conway, qui est le personnage de Bryce Dallas Howard dans le film, mais qui est aussi la romancière qui aurait écrit ce roman-là. Mais sur les réseaux sociaux, il n'y a rien. C'est un ghostwriter? Écoute, c'est la question. Est-ce que c'est un ghostwriter? Est-ce que c'est un écrivain ou une écrivaine connue qui utilise un pseudonyme, un peu comme J.K. Rowling avait fait il y a quelques années lorsqu'elle avait écrit un roman policier. Stephen King aussi qui a fait ça. Stephen King a fait ça dans les années 80, effectivement, sous le nom de Richard Bachman. Ou est-ce même que ça n'existe pas, puis c'est un canular, puis qu'ils vont annoncer quelque chose? On a bien hâte de voir, vraiment. Là, ça demeure très, très cryptique. Les journalistes ont fait des demandes d'entrevue avec l'éditeur parce que le roman n'est même pas publié. Et c'est ça l'affaire. Depuis l'annonce du projet, on ne cesse que de repousser la date de publication de roman. Là, on est rendu au mois de mars 2024. De quoi ça? De la publication de la sortie du roman. Puis le film sort le 2 février 2024. Fait que ça serait un film inspiré d'un roman, puis le roman sort après le film. Très bizarre. Fait que oui, OK. Ça fait 3 fois qu'ils repoussent la date de sortie du roman. Là. Puis la maison d'édition accorde aucune entrevue. Ça doit être en lien avec la mise en marché du film. Oui, c'est sûr qu'on prépare de quoi là, avec ça. Là. Mais je trouvais ça très drôle quand même. C'est assez unique. Donc, voilà. C'est comme le nom de... Non, mais sinon, c'est sûr qu'il aurait sorti le livre avant pour ça, parce qu'en ce moment, il pourrait le vendre. Ben oui. Mais c'est ça, j'allais dire, c'est quelqu'un de vraiment polémiste, là, que finalement, il a écrit ça. Là. C'est un livre d'Andrew Tate, mais qui a son... non. Écoute, moi, je me demandais si on n'allait pas jusqu'à dire... Est-ce que ça aurait été une œuvre créée par l'intelligence artificielle? Mais en même temps, ça fait déjà quelques années. Je ne sais pas si c'était rendu à ce niveau-là. Pas de temps, ça remonte à 2022. Fait que c'est sûr que c'est plus cette année que ça a pris de l'ampleur. Mais je ne sais pas. Je pense. Moi, j'ai l'impression. Moi, j'ai l'impression que c'est juste un gag puis que ça va être. C'est ça. C'est ça qui est mêlant avec. Pas mêlant, mais bizarre avec l'intelligence artificielle. Au niveau de l'écriture, c'est comme on développe cette technologie-là, elle est de plus en plus intelligente, entre guillemets, mais il ne faut jamais que tu te vantes que tu as utilisé ça parce que ça a l'air plus paresseux. Comme ceux qui la créent sont super brillants, mais ceux qui l'utilisent sont un peu paresseux. Dépendamment comment tu l'utilises, là, si c'est comme un générateur d'idées, c'est une chose, mais un générateur de manuscrits complets, puis qu'après, je vais juste
touché-up, là, ben, c'est un peu faible. Là, Et en plus de mémoire, j'ai l'impression que je pense que Matthew Vaughn a toujours pas mal écrit ses scénarios en plus. OK. Fait que c'est un peu louche. Donc ça va être je pensais que tu allais me dire que c'était, tu sais, quand c'était les rumeurs, c'était acheté 200 millions de dollars, on sait pas c'est qui. Finalement, ça revient, c'est sa femme. Puis là, acheter ce scénario, une somme d'argent monstrueuse, c'est vraiment bon. Puis c'est comme, ça te revient de l'autre bord finalement. Ouais, c'est non, ça, plus mystérieux que ça. Okay. Ouais, c'est ça, c'est très mystérieux. Puis c'est un gros montant pour quelque chose qui n'existait pas avant. Là. Tu sais, que si t'achètes, tu payes 200 millions pour les droits de James Bond, exemple. Ouais, c'est ça, ou le prochain Stephen King, là, ça pas de même. C'est un gros montant qui sort de nulle part. Fait que, en tout cas, j'ai bien hâte de voir. Ça titille ma curiosité. Sinon, on peut aller avec les sorties de la semaine. Veux-tu qu'on reste dans l'intelligence artificielle? Allons-y avec The Creator de Gareth Edwards. Oui, au Québec, le créateur. On ne pouvait pas se tromper avec cette traduction-là. Qui met en vedette John David Washington, qui joue souvent les héros, lui, récemment, avec Tenet, entre autres, et Black Landsman. Madeleine Yuna Voiles, qui joue la petite fille robot. Gemma Chan, Ken Watanabe. Je sais pas où m'arrêter dans le synopsis. C'est-à-dire qu'il y a des affaires que je lisais d'autres synopsis pour comment résumer le film. Puis je trouve qu'il y a des affaires qui donnent un peu des punchs, dépendamment de comment ça va, parce que c'est une quête qui va quand même beaucoup avancer. Je vais y aller le plus simple possible. Ouais. En gros, on est en 2065-2070. Il y a une guerre entre les robots et les humains. On comprend qu'à un moment donné, les robots qui ont une intelligence artificielle, là, donc qui ont une certaine autonomie, ont comme fait exploser une grosse bombe à LA, ça a attaqué les humains, puis ça a déclenché la guerre humain-robot. Fait que Joshua, donc John David Washington, qui est un militaire humain, mais même lui, il a des genres de prothèses robotiques et tout, là, mais qui n'a pas d'intelligence, si on veut, dedans. Il est sorti de sa retraite par une espèce de chef d'état-major qui va dire « On a un gros problème. » Là, tous les robots, les IA, ils se tiennent ensemble dans ce qu'ils appellent la Nouvelle-Asie. Puis ils ont une nouvelle arme secrète qui menace toute la sécurité des humains. Là, on pense qu'ils vont anéantir tous les humains. Fait qu'on veut que tu ailles avec un commando chercher cette arme-là, découvrir c'est quoi, puis l'anéantir. Et il va découvrir que cette arme est comme un petit enfant robot, une fillette robot. Puis, il n'y aura pas un peu c'est un peu ça. Là. Pour différentes raisons que j'aime mieux pas dire, il va pas vouloir tuer ce robot-là. Et il va se retrouver entre l'arbre et l'écorce, entre la guerre des humains. Donc, les militaires qui veulent pogner ça. Du côté des robots, on le traite comme un militaire puis comme un humain. Puis avec une petite fillette robot naïve dans tout ça. C'est à peu près ça, je dirais. Ouais, je dirais un croisement entre The Terminator, Avatar, avec du Blade Runner. Là, on est dans ces influences-là. Entre autres, très James Cameron-esque. D'ailleurs, je t'avais fait à la blague, je pense que c'était le meilleur Terminator depuis Terminator 2. Parce que ça aurait pu être la guerre contre Skynet dans le futur. Là, on aurait c'est ça. C'est pas la même esthétique, mais oui, ça aurait pu mener à quelque chose comme ça. Ouais. Parce que dans Terminator, rapidement, c'est comme... On les voit les images, il y a des crânes partout, puis c'est des robots de métal bien rigides. Là. C'est un monde post-apocalyptique. C'est ça. Là, on a des robots qui ressemblent plus à un univers de Star Wars, justement, je trouve. Ils sont plus ronds, sont plus sexy. Il y a... on dit qu'il y a énormément de clins d'œil dans le film. C'est juste que j'avais pas l'œil assez ouvert. J'ai pas remarqué à pas mal tous les films de sci-fi, à du Robocop, à justement des Terminators, plein d'affaires comme ça. Je sais pas si c'était comme en image ou quoi que ce soit. J'ai pas tout vu aller, mais... Ouais, j'en ai observé quelques-uns. Tu vois que Gareth Edwards porte révérence à tous ces classiques-là. Puis moi, je dois avouer que ça fait du bien de voir un très bon film de science-fiction. Je pense que les deux, on a bien apprécié. Ouais. C'est un genre qu'on voit quand même moins depuis plusieurs années au cinéma. Là. Peut-être que les derniers projets sont plus cassés la gueule, fait qu'on est plus frileux. Mais j'ai trouvé ça le fun parce que c'est un film qui est quand même très intelligent par son propos, par son traitement. C'est pas du tout imbécile. On n'est pas dans le film d'action non plus série B facile. Là. Fait qu'il y a vraiment un propos... puisqu'on peut parler évidemment de tout ce qui est... la religion est très important. C'est pas pour rien que tout se passe en bonne partie en Asie. On peut faire le lien avec la Chine et le Tibet et tout ça. Là. Il y a un aspect très monastère aussi
dans les robots, ils se cachent et tout ça, là, fait que dans leur système de vie, d'organisation. Fait que c'est quand même un scénario que j'ai trouvé bien réfléchi, bien écrit. Ben oui, c'est ça. En fait, je trouve que je suis quand même très fan de science-fiction, mais je suis pas très connaisseur. Mais j'adore ça. Puis j'ai remarqué de ma propre expérience qu'il y a souvent 3 niveaux. C'est-à-dire, tu as des top films, ça c'est la qualité, l'histoire le dira, mais plus qui vont être très réflectifs, très un peu Blade Runner, Ex Machina était un peu le même. 2001, ça c'est un super exemple de genre, il n'y a pas tant d'action, on est beaucoup dans la réflexion. Ouais, philosophique, introspectif, d'une réflexion du futur, de blablabla. Puis t'as ben en bas des espèces de TV movie que c'est une histoire complètement d'hommes, mais on va mettre des fusils laser puis des vaisseaux spatiaux. Mais c'est pas de la science-fiction, c'est comme de l'action ou de l'aventure. Puis je trouve que le créateur vient se placer quelque part au milieu. Ça veut dire qu'il y a une réflexion sociale là-dessus. On en parle encore plus d'intelligence artificielle et tout. Ouais. Mais il y a beaucoup d'action quand même. Puis c'est vraiment une quête d'aventure sans être complètement stupide juste pour être de l'action. Non, c'est un récit très classique. Je pense que si vous aimez le genre, vous allez vraiment apprécier. Les comédiens, tu l'as mentionné, très bon. D'ailleurs, par moment, j'ai l'impression de voir Denzel Washington. Là. C'est hallucinant à quel point. Pas tant physiquement, mais vraiment par sa voix. Il y a tellement la même voix. D'autant plus qu'on a vu des Equalizer il n'y a pas longtemps. Ouais, fait que au début, ça m'a pris c'est Denzel. Non, c'est son fils, c'est John David. Mais je pense que la force du film, c'est la réalisation de Gareth Edwards. Je trouve que c'est un réalisateur un peu sous-estimé parce qu'il nous avait donné quand même Godzilla en 2014, Star Wars A Rogue Story. Fait que tu sais, je dirais que c'est son premier univers original qu'il crée. Mais ce qu'il avait réussi à faire avec Godzilla, moi, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant, même si c'était pas un grand film, mais par moments, c'était vraiment captivant à voir. Il sait créer des moments de tension. Et surtout, c'est un des rares, je trouve, cinéastes aujourd'hui à faire des cadrages visuellement impressionnants. Fait que c'est des beaux films, c'est impressionnant à voir. Même chose avec le Rogue One aussi, c'était le même feeling. Fait que on retrouve cette facture-là visuelle, je trouve, dans The Creator. C'est un film vraiment fascinant à observer. Puis ce que j'ai apprécié en lisant un peu aussi, c'est que on n'a pas recréé en studio les décors vraiment ou par écran bleu ou écran vert, peu importe. Là, fait qu'ils sont vraiment allés tourner un peu partout dans le monde, beaucoup en Asie, évidemment. C'est là qu'une majorité du film se déroule. Puis c'est par après qu'on a rajouté des éléments un peu de science-fiction futuriste à travers ça, mais les images, les environnements sont réels. Puis ça ne ment pas, là, il y a quelque chose encore, même si la technologie est incroyable, là, mais ça ne remplace pas, je pense, d'aller vraiment tourner dans des vrais milieux. C'est ça, puis c'est un budget modeste là, pour le genre. C'est ça, on parle d'à peu près 80 millions de dollars, puis l'argent est à l'écran. Là. Je trouve qu'il y a quand même, c'est ça, énormément d'effets puis de trucs futuristiques, puis ça look super bien. Là. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai vraiment aimé. C'était un film que j'attendais beaucoup, mais j'avais peur de mettre mes attentes trop hautes. Effectivement, c'est peut-être pas l'histoire qui va changer le monde, puis c'est ça qui sera un nouveau référent du standard de science-fiction, mais c'est ça. Ça a été malmené dernièrement, je trouve, les films de science-fiction. C'est pas les trucs qui font le plus d'argent en général. Là. Ça s'adresse quand même à une espèce de... Ben pas ça s'adresse, mais c'est une espèce de public masculin de entre 30 et 50 ans qui répond à ces films-là. Puis je sais pas trop, l'argent est pas là nécessairement, fait que c'est plus difficile de sortir gagnant d'un tel investissement, là, au point de vue juste financier. Mais je suis bien content que le film existe, puis je lui souhaite la meilleure des vies. Puis tu as dit, tu m'as appris tantôt qu'il a confirmé qu'il n'y aurait pas de suite. Là. C'est pas un nouvel univers nécessairement qu'on veut créer. Écoute, selon Edwards, non. C'est sûr que le studio peut toujours décider, nous autres, s'il fait 500 millions box-office, on veut une suite. Mais ce n'est pas prévu comme ça. Même s'il y aurait matière à explorer... quand même cet univers-là, là, parce qu'on n'a qu'une petite bribe de l'histoire qu'il implante. Là, fait qu'il y aurait vraiment matière à développer ça. Mais en même temps, je trouve ça correct de dire, regarde, c'est un one-shot, ça se termine comme ça, puis on n'est pas obligé de presser le citron là, comme on fait peut-être trop avec Terminator, justement. On vient tellement diluer l'impact des 2 premiers films avec des suites qui sont moins bonnes les autres que les autres. Ouais, puis qu'on n'arrête pas de déclarer que c'est enfin la suite officielle. Ouais.
Puis, mais tu sais, tantôt, tu as fait une comparaison aussi avec Avatar, des trucs comme ça. Puis, moi, je suis pas le plus grand fan d'Avatar, justement, pour une histoire simpliste. Puis, je trouve qu'ici, elle était plus excitante. J'ai trouvé mieux menée. Quoique, des fois, dans le scénario, il y a un petit peu du jeu de... Il y a comme des genres de chapitres là, où ils présentent comme 3 personnages principaux. Puis là, il y a des petits retours dans le temps puis des petits flashbacks qui deviennent peut-être un petit peu trop mêlants pour rien, là, juste pour te mêler pendant 4 minutes, puis qu'après, tu vas, OK, oui, c'est beau, je saisis où on est. Mais ça, c'est les choix du réalisateur. Là. Je pense pas qu'au final, ça n'a pas amoindri mon expérience. Là. Puis c'est un film de comme 2h15, 2h20, puis moi, j'ai pas vu le temps passer. Là. Non, vraiment content. C'était très dynamique comme montage. Puis il y a assez de twists dans l'histoire pour qu'il garde notre intérêt jusqu'à la fin. Là. C'est ça. Puis on dirait que même si, vu qu'il est un personnage un peu trop tourmenté, même si John David, il a l'air un peu bête dans ce film-là, mais moi, je le trouve super charismatique. Je sais pas pourquoi je l'ai vu dans très peu de choses, finalement, dans probablement ces seuls 3 films-là, là, Black Landsman, Tenet, pis ça. Mais je l'aime vraiment beaucoup. J'aime ce qu'il dégage à l'écran, puis tout. J'ai envie d'y faire confiance. J'aime ça qu'il soit un gentil. Oui, parce que c'est vrai que c'est une performance quand même assez nuancée. Puis, juste un petit retour sur la jeune comédienne on va dans les annonces. Là, donc, elle s'appelle Madeleine Yuna Voiles, petite américaine qui a maintenant 9 ans, mais qui avait quand même 7 ans au moment du tournage. Elle fait un boulot vraiment incroyable. Elle est très, très bonne, très vulnérable aussi par son personnage. Puis Gareth Edwards disait justement sur le plateau, elle et John David Washington avaient vraiment développé un lien. Elle était toujours avec lui. Lui la traitait comme si c'était son enfant. Puis il dit ça s'est vraiment matérialisé à l'écran et avec raison. Puis en fait, c'était un casting sauvage comme ça. Là, elle avait déjà, je pense, joué un petit peu des trucs à l'école, mais rien de professionnel. Fait que c'est vraiment sa première expérience. Puis lorsqu'ils ont réduit, dans le fond, leur sélection jusqu'à 10 candidates, était la première qui a été passée en audition parmi ces 10-là, et ils savaient immédiatement que c'était elle qui avait le rôle, là, et tout de suite, elle les a bluffés en audition. Et elle a d'ailleurs, une petite sœur qui s'appelle Adrienne Arden Breyer, qu'on a pu voir dans le Mandalorian, dans 2 épisodes. Oh, OK. Donc, la famille est connectée avec peut-être Hollywood. Les nouvelles Fanning, les nouvelles comédiennes. J'aimerais ça qu'ils fassent juste des films de science-fiction puis des projets de science-fiction à jamais. Genre. Fait que, quand même... un visage, je pense qu'on va voir encore pour les prochaines années, assurément. Ouais, puis ça doit pas être un premier tournage si évident non plus, parce que, tu sais, comme nous, ce qu'on voit à l'écran, là, le derrière de tête robotisé, puis des choses comme ça, fait qu'elle devait avoir un peu, je sais pas, de motion capture ou de trucs green, ou, tu sais, pour aider à faire un peu de composing après à l'écran et tout. Fait que, tu sais, t'as un peu de micmac sur toi quand tu cours partout, là. Oui, puis tu sais, c'est un rôle aussi où tout repose beaucoup dans son regard. Parce qu'elle n'a pas tant de dialogue que ça, plus vers la fin, là, mais tout communique un peu par ses expressions. Tout, donc, elle fait vraiment un bon boulot. Donc, The Creator, je pense qu'on le recommande chaudement pour ceux qui aiment un bon film de science-fiction divertissant, là, qui est un peu en haut de la moyenne. Donc, on n'a pas été déçus. Ouais, je trouve que c'est une belle sortie cinéma. Puis, comme on dit, plein de cinéma, il va être offert en son Atmos, puis etc. Il n'y a pas de 3D, là, mais... sur un grand écran, c'est beaucoup mieux que sur un iPad dans 4 mois. Là. Alors, restons dans le film de genre pour Saw 10 de Kevin Grotart. Ouais, ben là, ça, c'est toi le spécialiste. Là, le 10e film de la franchise Décadence, le célèbre film d'horreur où de Jigsaw Puzzle construit des espèces de pièges plus créatifs et sadiques les uns que les autres pour des gens qui... sont un peu vilains, puis pour les encourager à... revenir sur le droit chemin, donc faire acte de pénitence. C'est ça, prouver que si tu veux vraiment rester en vie, ben, tu vas perdre ta main dans tel piège, mais tu vas être en vie. Là. Fait que bon, c'est comme c'est un très anti-héros, finalement. Et surtout que dans 99% des cas, les gens meurent quand même. Oui, c'est ça. Ne réussissent pas. Bon. Fait que là, moi, j'ai vu une couple de films de cette franchise-là. Honnêtement, je saurais plus. Je n'ai peut-être vu les 5 premiers, mettons, peut-être. Puis, il y a déjà eu des... ceci est le dernier film. À un moment donné, il y en a eu en 3D. Il y en a un qui était un genre de prequel qui s'appelait Jigsaw. Puis là, la dernière fois, il y en a eu un avec Chris Rock. C'est ça qui se passe après. Qui malheureusement avait vraiment floppé aussi dans ce cas-là. Mais c'est un
une série de films qui a ses fans et ses fidèles. Mais là, ce qui est singulier avec le 10e film, c'est qu'il se déroule tout de suite après le premier. C'est ça. Fait qu'on c'est pas un prequel, mais on revient dans le temps pas mal dans la ligne temporelle. Es-tu capable de nous dire qu'est-ce qui se passe? Bien oui. Donc, on sait... en gros, le résumé, le personnage de Jigsaw, qui est le tueur, John Kramer, de son nom, et comédien Tobin Bell, donc, lui a été diagnostiqué d'un cancer mortel, donc il reste plus grand temps à vivre, et décide donc d'enclencher toutes ces trappes-là, punir des gens, en tout cas offrir des choix de vie à différentes personnes qui ont touché son existence, son vécu. Et finalement, le personnage meurt dans le 3e. C'est pas un gros spoiler pour ceux qui ont vu les films. Donc, ça fait quand même 15 ans qu'on sait ça. Là, mais si vous n'avez pas vu, désolé. Je suis quand même surpris que quelqu'un au 10e film commence à dire « Hey, ça m'intéresse! » C'est ça, effectivement. Donc, on revient en arrière entre le film le 1 et le 2. Donc, John Kramer vient de faire ses premiers pièges et tout ça, mais ça va offrir la possibilité de tester un nouveau traitement qui est expérimental, mais pas approuvé par la Fédération des médecins américains, donc doit aller au Mexique pour faire ce traitement-là en secret. Mais, diantre, il se fait arnaquer. Ce n'est pas vrai. Ce qui va le faire fâcher et il va décider de se venger sur... à sa manière. Ouais, c'est sur... comme dirait Roxane Bruno. À sa manière. Sur ces con artists, comment on dit, ces grifters, ces arnaqueurs, ça en français. Ouais, je sais pas, là, c'est vilain. Donc, ouais, c'est ça. C'est crosseur, comme on va dire, en bon québécois. Donc, voilà. Fait que c'est le résumé de cette proposition-là que j'ai trouvé quand même... je me suis retapé, moi, toute la gang. Ouais, c'est ça. Là, ça fait 2 semaines que tu dors plus. Tu fais des cauchemars. Écoute, je rêve à ces fameux pièges-là. J'ai vu plein de plans, c'est ça, de nouveaux de conceptions sur le bord de ton bureau. Là, on dirait que tu as plein d'idées en tête. Gare à vous. Mais écoute, j'ai quand même pris un certain plaisir. Puis, mon grand étonnement, je pensais que j'en avais vu plus que ça. Mais finalement, j'avais juste vu les 4 premiers. Okay. Probablement que je les avais réécoutés pour voir les 5 que j'ai pas eu la chance de voir. Finalement, ça a juste pris le bas. Fait que c'est sûr que les films, jusqu'à maintenant, c'est de degrés très, très variés sur leur efficacité. Il y en a des meilleurs que d'autres. Mais je dois quand même dire que sur l'ensemble, jusqu'au plus récent, il y avait quand même une facture là, très téléfilm. C'est des films à petit budget, mais visuellement, c'est pas très beau. Il y a souvent des couleurs blastées aussi, je pense. On est tous dans le bleu. Là, puis gris, puis... Non, fait que c'est pas des beaux films. Par contre, les 2 derniers se détachaient un peu du lot. C'était plus surprenant, plus réussi à ce niveau-là. Bref, une des forces aussi du film, c'est qu'on joue beaucoup avec la ligne du temps tout le long de la série, ce qui m'a un peu étonné aussi. Puis je trouve ça, c'est une belle réussite parce qu'on revient toujours en arrière, on rajoute d'autres éléments, on revoit des scènes, mais d'un autre point de vue. C'est à la fin du film, tu réalises que tu étais en même temps que tel autre événement. Ouais, c'est ça, ou avant, ou après, tout ça. Fait que quand même, l'univers tient en place. Là, il faut juste accepter cette idée-là que ce personnage-là de John Kramer est super futé pour tout inventer ces mécanismes-là et qui a le temps de les construire physiquement, de les amener dans des endroits différents à chaque film. De séquestrer les gens, de les mettre là. C'est ça. Puis on a comme finalement l'impression que tout ça s'est passé sur 1 an ou 2, mais à chaque nouveau film, on apprend qu'il en a toujours fait plus. Là. Fait que bref, il faut accepter cette situation-là. Et d'ailleurs, c'est peut-être un peu le défaut du nouveau film, c'est que c'est peut-être lui qui est le moins crédible possible, alors que là, l'action se déroule au Mexique. Fait que là, il faut accepter que lui, il a tout réussi à patenter ses affaires au Mexique, dans un endroit qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas accès à des lieux. Mais que, ça. Bon, finalement, il réussit. En tant que touriste, là, il arrive à tout monter ça, trouver des vieux entrepôts. Puis après ça, trouver les gens qui l'ont fourré. Puis bon. Fait qu'au-delà de ça, si on accepte ça, on va quand même passer un bon temps. Je dirais que c'est le plus sentimental des ça. Okay. Ce qui peut être très curieux. Tant dans la musique, souvent on est dans le piano un peu larmoyant et tout ça, parce que l'emphase est beaucoup mise sur le personnage de John Kramer. Donc, comment il vit face à la mort, puis le fait d'être déçu de cette expérience-là, de sentir qu'il s'est fait avoir, finalement, qui a été pris au jeu lui aussi, en quelque part. Donc,
Fait que cette idée-là est quand même le fun. On explore plus ce personnage-là. On essaie de le faire quasiment justifier ses actes, là, de le faire passer un peu comme un héros finalement. Ça, c'est toujours un peu douteux. Mais pour les amateurs du genre, ceux qui aiment le gore, le torture porn, la violence graphique, on est quand même servi à soi. Là, on ne déroge pas de la série, de la force de ces films-là dans le genre. Là. C'est encore un 16 ans et plus. Là. Oui, tout à fait bien mérité. Je pense que c'est peut-être un des plus graphiques qu'on voit. Puis d'un nouveau piège, lequel qui est le plus dégueulasse? Oui, on a des dans la bande-annonce, on voit le truc des yeux qui sont inspirés. Oui, je le mettrais parmi les plus inventifs à ce moment de la série. Il n'y en a pas tant que ça parce que dans le fond, le film est un peu structuré comme le deuxième film. Où on a plusieurs personnages qui sont pris ensemble dans une pièce. Puis là, ils participent tous aux jeux en même temps et tout ça. Là. Fait que, mais ce que j'ai apprécié en lisant un peu sur la production du film, c'est que, puis je pense que c'est un peu toujours le cas de ces films-là, c'est qu'on est vraiment dans les effets pratiques quand même. Fait que ça se voit aussi. Là, on peut pratiquement toucher la chair et je pense les que si os. tu veux bien faire un film gore comme les Hostels puis ces affaires-là, t'as pas le choix de prendre des effets pratiques. Là, sinon, tu peux pas être juste en numérique. Ça n'aura pas l'air convaincant. C'est ça qu'on veut. Là, une seringue qui rentre dans un œil puis des affaires horribles. Donc, tu l'as mentionné, souvent, on disait que c'était la fin de cet univers-là. Est-ce que c'est le cas avec ce 10e film? Je pense que le box-office va faire foi de tout, mais la porte est ouverte. Elle n'est jamais fermée. Elle n'est jamais fermée complètement. Il y aurait moyen de poursuivre cette nouvelle histoire-là dans cette lignée entre le 1 et le 2. Là. L'histoire n'est pas complètement terminée. Donc, j'ai bien hâte de voir, mais en même temps... si on restait aux effets pratiques, j'étais quand même curieux de voir que les comédiens, qu'est-ce qu'on allait faire visuellement, là, parce que là, ça fait 20 ans quand même que... Oui, c'est ça, le comédien vieillit. Oui, puis Shawnee Smith aussi, on retrouve le personnage d'Amanda, évidemment, qui est présent dans les premiers films. Et ça, on le voit vraiment, ils ont vraiment vieilli, surtout Shawnee Smith, la comédienne, est quand même... assez jeune dans la cinquantaine, mais elle était dans la trentaine à ce moment-là. Puis 20 ans, je suis une femme, tu vois, surtout au niveau du cou, même si l'on très maquillée, pour essayer d'enlever des rides. Mais au niveau de la peau, ça apparaît quand même. Fait que ça fait un peu drôle, un petit décalage. Lui, il passe de quoi? Il y avait peut-être 50, puis il y a 70, c'est ça, ou fin quarantaine. C'est ça, mais oui, de passer de la trentaine à la cinquantaine, ça change pas mal. Là. Mais bref, écoute, je suis allé voir parce que les critiques sont quand même assez favorables. Et c'est le premier film pour l'instant qui est du côté des Fresh, qui est sur Rotten Tomatoes, moi, qui est je pense qu'il est dans les 80 pour l'instant. Là. On s'entend que c'est sur une trentaine de critiques. Mais écoute, les autres, c'était... entre 15 et 35 %. C'est ça. Mais l'appréciation des fans est bonne. Oui, c'est ça. J'ai pas fait mon travail de box-office. J'ai pas regardé combien ça rapportait et tout. Ben écoute, je pense qu'au total, la franchise a généré 1 milliard à peu près de revenus. Là. Puis en moyenne, les films... Parce qu'ils doivent pas coûter bien cher. Non, c'est à peu près 10 millions, là, peut-être jusqu'à Spiral, là, qui était un 30-40 millions, un peu plus gros budget. Mais les 6-7 premiers, c'était ça. Là. Le premier n'avait même pas coûté, je pense, 1 million. Ben, c'est ça. Fait que si ton film coûte 10 millions, il n'y a pas besoin de faire 450. Non, tu fais 100 millions, c'est un bon investissement. Ben oui, voilà. Puis écoute, pour ceux qui ont peut-être vu les sacs, qui n'avaient pas vu Spiral, comme tu l'as mentionné, qui était avec Chris Rock, j'étais un peu étonné quand même. Tu l'as vu, Spiral? Oui, j'ai quand même écouté. J'étais curieux c'est de comme voir. le 9e de la série. Oui, c'est ça. Ça se passe vraiment quelques années après le dernier ça. Fait que là, il y a comme une académie. Le 3D qui est comme le dernier? C'est parce qu'il y a un Jigsaw à un moment donné. Il y en a qui s'appelle juste Jigsaw. Oui, c'est ça. Oui, c'était lui le dernier officiel. Puis là, dans le fond, on comprend que... Ben, en fait, je dirais le vraiment dernier, c'est The Last Chapter, le 7. Le 8, on joue dans la ligne du temps. Qui est Jigsaw. Puis là, Spiral qui est vraiment après. Puis là, c'est quelqu'un, une espèce d'imitateur qui reprend un peu la formule de Jigsaw et tout ça. Puis dans le fond, c'est vraiment plus un film policier parce qu'on est plus du côté de l'enquête policière. Fait que ça, cet angle-là, j'ai quand même trouvé ça intéressant. Et Chris Rock est quand même très bon dans un rôle contre-emploi. Là. C'est sûr qu'il fait très... je crois que ça faisait très Axel Foley, Beverly Hills Cop un peu. Là. Fait évidemment, il y a de la repartie Chris Rock. Là, fait que des fois, il se laissait aller. Puis, fait que
Est-ce qu'il dit à un moment donné, « Hey, mec, va chier! » Écoute, j'ai jamais écouté en français, moi, les Beverly Hills Cop. Dans Beverly Hills Cop, la fameuse voix, c'est ça? Ben oui, c'est ça. Je sais qu'il y a comme mais je ne penserais pas que dans Spiral. Je pense pas que c'est le même comédien. Mais bref, ça vaut quand même le détour pour ceux qui voudraient voir Spiral. Là. C'est quand même bien. Donc, c'est un réal pas tant connu, mais qui est dans l'univers, qui baigne dans cet univers-là. C'était comme le monteur. En fait, il a monté pas mal tous les films, sauf les derniers, parce que lui en a quand même réalisé 2, le 6 et le 7. Oui, saucisse. Fait que... Puis écoute, je pense qu'il a fait la meilleure job là honnêtement. Puis, petit fun fact, justement, les scénaristes Peter Goldfinger puis Josh Stolberg, eux avaient travaillé sur Jigsaw et Spiral, donc les 2 derniers. Okay. Mais je pense qu'il travaillait, pourquoi que lui est allé rapidement en production, c'est qu'il travaillait quand même sur cette histoire-là depuis quelques années. Puis, dans le fond, Spiral est arrivé par hasard où c'est Chris Rock qui avait rencontré le président, le chef de direction de Lionsgate, le studio derrière le film. Puis, c'est un grand fan de la série. Puis, il a dit « Hey, j'aimerais ça être dans un film de ça, repartir le truc. » Ouais, c'est ça. Puis, c'est lui qui est arrivé avec cette idée-là de personnage. Et il l'avait comme coécrit ou story by. Ouais, c'est ça. Il a participé vraiment à l'élaboration de l'histoire. Puis, c'était les scénaristes qui ont comme finalement tasser un peu leur idée, le scénario sur lequel ils travaillaient pour se greffer à l'histoire de Chris Rock, mais finalement, là, ils sont retournés à leur scénario d'origine. Bref, pour ce nouveau film. Ouais, je pense quand même que c'est ça, ils se sont un peu mis un problème en tuant le personnage, mais il y a dans tout son arc, il a besoin de mourir, mais c'est lui que les gens veulent voir, Tobin Bell. C'est pour ça qu'ils ont dit, on va le ramener au milieu, puis etc. On trouvait toujours une façon de le réintégrer à l'histoire, même si des fois c'est un peu plaqué. La plus longue franchise d'horreur, 10 films? Écoute... Halloween, là, si on compte la nouvelle trilogie qu'ils ont toutes faites, ça dépasse-tu 10? Ouais, Halloween, il y en aurait plus que 10. Mais c'est toujours des reboots. Puis... Ouais, c'est ça. En termes d'histoire continue, oui, parce que... Bon, à égalité avec les Vendredis 13, parce qu'on avait fait 10 avant de faire un reboot. En genre 2013. Ouais, c'est ça. Donc, quand même... Ah, OK. Ouais. Chapeau. Ouais, sinon, allons d'un registre complètement différent. Ouais, plus léger, mais plus réel. Dumb Money de Craig Gillespie. Bêtement riche au Québec, avec une rasade de vedettes et de faces. Paul Dano, qui tient le rôle principal, Pete Davidson, Shailene Woodley, Seth Rogen, Sebastian Stan, America Ferrera, qu'on a vu ou découvert dans Barbie, Vincent D'Onofrio. C'est sur l'affaire GameStop. La saga GameStop, ça, c'est un truc financier de Wall Street et de petits joueurs boursiers qui s'est déroulé en 2020-2021, donc pendant la pandémie. Mm-hmm. C'est qu'il y a un jeune mec qui est un analyste financier qui avait sa chaîne YouTube où il faisait des vidéos de shop, des affaires de même, puis il jouait un peu à la bourse avec ses maigres moyens. Puis il a décidé de dire « Hey, je pense qu'on devrait investir sur GameStop », qui est un genre de eBay Games, là, un magasin de jeux vidéo, parce que les trucs allaient pas trop bien à cause de la pandémie, mais il disait « Je pense que ça va remonter parce que c'est des jeux vidéo, puis des accessoires, puis des trucs. » Fait que je dis, on devrait tous acheter des actions chez eux parce qu'ils sont vraiment descendus, ils sont pas chers, puis c'est sûr ça va remonter. Puis là, ils ont fait ce qu'on appelle un short squeeze. Il a comme réussi à convaincre tout le monde, le petit peuple un peu, là, dis ça poliment, là, d'acheter des actions là-dessus sur la prémisse qu'à Wall Street, n'importe qui a une chance de faire de l'argent si tu investis dans le bon truc. Puis, écoute, je suis malheureusement pas un spécialiste. Là. Je sais pas si toi, tu as finement tout compris les détails, mais c'est qu'en gardant, ce qui arrivait souvent, c'est que l'action montait, puis d'habitude, les gens vendent pour avoir fait un petit gain de profit. Mais là, avec ses vidéos YouTube, avec des channels sur Reddit, qui est un genre de blog en ligne, puis des trucs comme ça, il y a un forum en ligne, disons. Tous les gens gardaient, puis là, la valeur montait, puis des fois, ils en achetaient d'autres, puis etc. Sauf que là, ça mettait de la pression sur d'autres financiers qu'eux avaient misé sur le fait que la compagnie crasherait. Puis, fait qu'eux, ils perdaient de l'argent tous les jours pendant que les autres en gagnaient. Fait que là, à un moment donné, est-ce que tout ça est allé au libre marché ou est-ce que des institutions, puis des compagnies, puis du monde qui ont bien de l'argent ont fait des petites passe-passe un peu illégales pour faire perdre les petits? Fait que c'est un peu la mission de l'histoire puis du film, c'est de dire, ben là, on est supposé avoir toutes nos chances égales. Oui, on a des portefeuilles différents, mais c'est pas supposé nuire aux plus petits juste parce que tu as plus de pouvoir. Fait que c'est un peu ça qui est arrivé avec la saga GameStop. Puis c'est en fait, ici, Craig Gillespie
s'est inspiré, a adapté, en fait, c'est d'autres scénaristes, là, mais ils ont adapté le livre de Ben Mesrich, qui lui écrit plein de livres sur des affaires financières, et notamment le livre sur Facebook, qui avait été adapté par David Fincher pour donner The Social Network et qui avait gagné une rasade d'Oscar. Fait que ça vient encore de cette espèce de spécialiste-là. Fait que, au niveau visuel, on est dans le genre des Moneyball, puis des The Big Short, puis toutes ces affaires-là de... C'est un truc très brain, puis on va le rendre un peu excitant avec plein de personnages sympathiques. C'est sûr que tous les comédiens que j'ai nommés, il y en a beaucoup qui jouent du pauvre monde, qui misent là-dessus. Anthony Ramos, qui est comme un employé là, du plancher chez EB Games, qui dit « Hey, je vais acheter des propres actions pour acheter une belle maison à ma mère », puis des affaires comme ça. America Ferrera, qui est une mère monoparentale de 2 enfants, infirmière, pendant la pandémie, qui mise un peu d'argent en espérant pouvoir sortir de la dèche, comme on dit. Fait que c'est ça, fait qu'il y a ce côté-là. Le film veut qu'on soit très empathique, puis les riches, Seth Rogen, puis D'Onofrio, Sebastian Stan, sont présentés comme du monde qui ont tellement d'argent qu'ils savent plus quoi en faire, qu'ils vivent dans des gros manoirs à Malibu, puis avec ça leur prend 15 minutes traverser leur maison là, à pied, là, des trucs comme ça, quasiment comme la blague de Céline Dion dans Aline. Fait que, bref, vas-y, là, je te passe le micro un peu. Là. Oui, écoute, nous, c'est un film qu'on attendait quand même avec un certain plaisir. On voyait circuler la bande-annonce depuis un petit bout de temps. C'est le genre de film qu'on aime aussi beaucoup. On avait bien aimé Blackberry plutôt cette année. Vrai, fait que je pense que c'est un film qui est quand même très intéressant, mais peut-être un peu trop niché. Je pense que le film, je peux faire une critique, là. Je pense que ça aurait gagné à nous expliquer un petit peu plus les enjeux. Tu m'as parlé justement dans l'entrée de jeu. J'ai compris la moitié de ta description. L'autre moitié, je n'ai toujours pas encore compris comment ça se fait que des hedge funds, donc des gens qui gèrent des gros portfolios, puissent miser sur la faillite de compagnie ou de baisse d'actions et tout ça, comment tout ça est légal. Je comprends pas le système, mais... Si vous voulez tout comprendre, vous pouvez aller lire 45 minutes sur Wikipédia, puis vous allez plus comprendre qu'en écoutant le film. Mais ça va être beaucoup moins plaisant. C'est ça l'enjeu. Mais sinon, ça demeure un film qui est quand même assez divertissant pour un sujet assez aride. Tu l'as dit, la force, c'est nous présenter toutes sortes de personnages sympathiques auxquels on peut s'identifier. Les comédiens sont tous très bons. Paul Dano, rien à dire. On l'aime beaucoup. Seth Rogen, très efficace. En du semi, Seth Rogen avec un peu plus de retenue, mais ça demeure toujours quand même lui. America Ferrera, très, très efficace encore. Donc, c'est une histoire qui est intéressante. On peut quand même voir l'impact que toutes ces décisions-là ont dans leur vie. C'est le genre de film qui vous intéresse moins à la base. Peut-être vous rabattre sur quelque chose de plus accessible comme Air ou Blackberry qui était peut-être plus drôle, un peu plus sympathique. Mais pour ma part, j'ai quand même bien aimé. J'aurais aimé ça peut-être un petit avare un peu plus, mais ça demeure un tour de force. Puis ce genre de film-là, c'est jamais évident je pense, de l'écrire en premier lieu, après de tourner ça, de rendre ça dynamique, parce que c'est juste des gens qui parlent de cotes de bourse d'investissement et tout ça. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de temps mort. Là. C'est un film qui s'écoute très, très bien. Mais comme je dis, c'est peut-être le sujet qui est un peu aride. On peut gagner à aller lire un petit peu sur le sujet peut-être avant. Il y a un côté... si vous n'avez pas pantoute, qu'est-ce qui s'est passé, effectivement. Là. Puis il y a un côté que, en discutant, là, je réalise, c'est que la plupart des gens qu'on voit, là, les deux étudiantes, puis le gars chez EB Games, qui eux aussi décident d'acheter des actions, ils savent pas vraiment qu'est-ce qu'ils font. Et tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils suivent un gars sur YouTube... Ils voient un trend suivre. Hey, il paraît que les actions montent. Hey, ça a déjà monté depuis 2 jours. Hey, ce gars-là est convaincant. Puis, tu sais, c'est vraiment pas un charlatan, là, le personnage de Paul Dano. J'oublie son nom, là, Gillis, là, quelque chose. Puis, tu sais, fait que les gens font juste, je télécharge l'application. Puis, OK, regarde, j'ai 400$ dans mon compte, je mets 400$ en action, puis je pense que ça peut marcher. Puis on continue, puis à un moment donné, c'est comme, hey, mon 400 vaut 2000, est-ce que je vends? Ben non, lui, il a mis 150 000, puis il laisse encore, puis tu sais, il met tout son argent, là, il est dans la classe moyenne, là. Lui, c'est pas un king de Wall Street et tout. Fait que tu sais, oui, on comprend pas tout, mais dans le fond, on suit des personnages qui n'ont pas tout compris non plus. Qu'est-ce qui s'est passé dans toute cette affaire-là? Et ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a toutes sortes de phénomènes sur les réseaux sociaux, surtout avec TikTok et tout ça, mais là, c'est comme devenu un phénomène viral, mais économique.
C'est pas une danse, c'est pas quelque chose qu'on fait pour ramasser des fonds. Fait que c'était des mimes, mais des mimes de genre, on garde notre argent, on investit. C'est ça. Parce que c'est ce qui est intéressant quand même au travers du film. On montre des vraies images et tout ça du phénomène. Puis je me rappelle un peu de voir ça de loin aux nouvelles. Puis je trouvais ça intéressant, mais j'avais pas plus lu sur le sujet. Mais il y a quand même ce côté-là fascinant, anthropologique, si on regarde ça, ce film-là, sur ce phénomène-là, qui va quand même un peu marquer l'histoire des réseaux sociaux quand même, là, malgré la situation. Il y en a qui ont fait de l'argent, puis il y en a qui ont perdu de l'argent, puis c'est ça qui est arrivé. Parce que c'était toujours le jeu de pas vendre, puis il arrive des embûches à un moment donné, justement, là, c'est ça, plus possible de... Il y avait le site où ils communiquaient qui a fermé. Fait que là, les gens pensaient que tout le monde vendait. Tu pouvais plus acheter d'actions. Fait que les autres disaient, mais là, qu'est-ce qui se passe? Fait que tous ces gels-là ont nuit. Puis légalement, ça a causé des problèmes à bien des gens par la suite. Fait que, ce qui aurait pu être intéressant à ajouter, puis peut-être que c'était pas dans le livre, c'est correct, mais ça aurait été le fun d'avoir la réaction des gens de GameStop. Les dirigeants. Ouais, c'est ça. Eux autres, comment ils filaient ça. Ça serait été intéressant. Mais bref, Dumb Money, honnêtement, c'est un film, on peut pas dire de défaut là-dessus. Là. Je veux dire, c'est un genre que vous aimez ou vous aimez pas, ça se situe pas mal là. Ouais, puis on n'a pas parlé vraiment de Craig Gillespie, mais son dernier film était Cruella, qui est comme complètement autre. C'était esthétiquement beau, mais ça comme... C'est un film de commande, j'ai l'impression. Mais avant ça, il avait fait I, Tonya, moi, Tonya, sur l'histoire de Tonya Harding, là, qui avait pété les jambes de Nancy Kerrigan au patinage artistique et tout, joué par Margot Robbie, etc. Puis on était un petit peu plus là-dedans, là, dans l'histoire vraie, racontée de manière dynamique. Ici, dans Dumb Money, on fait pas ça, mais Tonya, il me semble, ça brisait beaucoup le quatrième mur, puis ça parlait à la caméra, puis des trucs comme ça. Là, fait que, plus ce côté inventif pour raconter la réalité, si on veut, là, un pan d'histoire. Fait que, c'est quand même un petit truc bien sympa, comme je dis. Surtout, je sais pas si au Québec, le mouvement a été aussi fort d'embarquer. J'en doute, parce que je pense qu'on se colle moins sur l'actualité étrangère américaine. Fait que je serais curieux de voir combien de gens ont investi. Puis tout le visuel de GameStop ressemble beaucoup à eBay Games. Ouais. Mais je ne sais pas si c'est vraiment associé puis c'est la même affaire ou si c'est juste un genre de copie. Je pense qu'il y en a des GameStop au Québec de mémoire. Donc, mais tu me fais penser à quelque chose que j'ai flashé, mais écoute. Voulais-tu comparer avec Norbourg? Mais il n'y a pas tant de comparables avec Norbourg. C'est vraiment deux films montés de manière complètement différente. C'est pas tant un suspense ici, etc. Là. Non, écoute, ça m'est sorti de la tête. OK. Si ça revient, il me reste un dernier film pour cette semaine à présenter. C'est le documentaire Les Jours, qui est à ne pas confondre avec le film de fiction de Chloé Robichaud, Les Jours Heureux, qui lui sort dans comme 2 semaines. Mais juste, Les Jours, c'est de Geneviève Duluth de Selle, elle qui nous avait offert Une colonie il y a quelques années, c'est son premier long métrage en 2018 peut-être, qui s'était vraiment démarqué partout au Québec. Puis ici, avec Les Jours, si ma mémoire est bonne, je m'excuse si je me trompe, c'est que Geneviève Duluth de Selle a beaucoup de cancer du sein dans sa famille, puis ses proches, puis ces choses comme ça. Fait qu'elle voulait faire un projet, ou peut-être que c'est pas ça, mais en tout cas, elle était touchée par cette maladie-là, ce problème-là. Fait qu'elle voulait faire un documentaire là-dessus et interviewer plusieurs femmes, puis suivre leur processus, puis rassembler tout ça. Sauf que, dans le fond, après, elle s'est immiscée dans des groupes de discussion, des trucs comme ça, pour parler de son projet. Elle a reçu quelques candidatures, puis il y en a juste une qui a vraiment été retenue, là, que la personne était probablement assez prête à s'ouvrir puis à partager tout son vécu. Puis c'est Marie-Philippe, qui est une jeune de 29 ans, qui s'est fait diagnostiquer un cancer du sein, là, ça doit faire 2-3 ans. Puis c'est quand même très jeune. D'habitude, c'est plus dans la quarantaine et plus que ça commence. Puis c'est par après, elle a dit, Marie-Philippe, c'est la raison pour laquelle elle a accepté aussi de partager, c'est qu'elle a dit, moi, quand ça m'est arrivé, c'est une tonne de briques, puis en fouillant, j'étais l'anomalie. J'étais la seule personne de moins de 30 ans qui avait ça. Fait que c'est un peu pour ça que j'ai voulu participer. Comme ça, si quelqu'un d'autre, ça y arrive d'un plus jeune âge ou quoi que ce soit, elle va avoir au moins le référent d'un autre combat qui a été mené. Puis tout à son honneur. C'est ça. Puis je peux tout de suite vous dire, ça finit bien. Elle s'en remet, Marie-Philippe. Elle a fait la tournée promotionnelle du film avec Geneviève. Ça a joué au Festival de la Ville de Québec en première il y a quelques semaines. Fait qu'on va suivre pendant 1 an à peu près son parcours physique et émotionnel. Elle qui est en plus une jeune doctorante, professeure en langue à temps partiel dans le coin de Gatineau. Puis là, vu la charge
médical que tout ça apporte, ben, elle retourne vivre chez ses parents. Je pense que c'est en Beauce, en tout cas près de Québec. Puis on voit ses passages à l'hôpital et tout. Mais là, c'était pendant la pandémie. Fait que Geneviève ne pouvait pas aller constamment avec elle, faire des trucs. Plus le film avance, plus on revoit la présence de Geneviève Dulude. Mais sinon, elle y a laissé une caméra, puis elle a fait plus style vlog. Et au final, rendu au montage, c'est Geneviève Dulude qui a fait le montage elle-même. Elle a eu accès à comme... Ben, Marie-Philippe, il a donné accès à comme tout son cellulaire, des vieilles VHS qu'eux, ils avaient filmées, puis tout. Fait que c'est parsemé beaucoup de vidéos de leur jeunesse. Puis on va voir le soutien de sa sœur, de ses parents, des difficultés, le truc par rapport à l'ablation mammaire, de la reconstruction mammaire, le fait qu'elle-même est jeune parmi les autres. Fait que, tu sais, des moments, son couple qui cesse, un nouveau couple qui tend à naître éventuellement. Fait que j'ai trouvé ça vraiment captivant. Puis, tu sais, c'est dur de ne pas être empathique à tout ça. Là. Évidemment que le montage est bien fait aussi pour, tu sais, qu'on l'encourage. Là. Ça serait absolument cruel d'être au sens inverse. Là, fait que j'ai bien apprécié et c'est sûr j'ai de la misère des fois à juger les documentaires, surtout quand c'est sur de l'humain comme ça. Puis peut-être que le film aurait pu s'éparpiller si on avait interviewé justement 23 personnes. Mais là, on est sur le cas d'une personne, mais d'une situation bien particulière. Fait que même si on la connaît pas, ben on l'apprend à la connaître là-dedans, puis on lui souhaite juste tout le meilleur. Là, fait que, bref, Les Jours, c'est finalement plus une histoire positive, puis de force, puis de combativité là-dedans que super triste, là, parce que justement, elle a réussi à s'en remettre de ce parcours-là. T'sais. Fait que c'est une méchante embûche dans ta vie, mais voilà. Je trouve que humainement, c'est quand même très bien de voir des fois justement la difficulté puis les affaires qui peuvent arriver aux autres puis qui te rappellent que la vie est si fragile, comme disait Francis Cabrel, je pense. Ou comme disait Tobin Bell aussi. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. C'est deux manières différentes de réagir à ça. Tu vois, je fais un documentaire pour inspirer les gens ou je torture des gens qui, eux, je trouve, qui profitent pas assez de leur vie. Fait que moi, tu vois, c'est pour ça que je suis allé voir Les Jours puis toi, tu es allé voir Décadence. Ça, voilà. Fait que chacun, c'est... Donc, un documentaire que tu recommandes chaudement. Puis honnêtement, j'ai hâte de le voir. J'ai pas eu l'occasion de le voir, mais pas par manque d'intérêt, plus de temps. Mais non, je trouve ça courageux des gens qui osent mettre, c'est ça, leur vie, leur quotidien, leur état d'esprit comme ça, se mettre à nu, là. Ouais, puis tu sais, ça rappelle aussi que même si je pense qu'il y a quand même un fort taux de rémission dans le cancer du sein, c'est pas juste tu prends une pilule avant de te coucher, puis ça va bien aller. Là, c'est rock'n'roll en tabarouette pendant 1 an, là, ce que tu dois traverser, là, la chimio et tout. Là. Puis en plus, il y a dans ce cas-là, si c'est par rapport à la fertilité, là, parce que dès que tu fais de la chimio, ça scrape comme tous tes ovules. Fait que là, il faut que tu congèles ça et tout. Fait que tu as des réflexions à avoir encore plus du côté féminin que masculin. T'sais. Fait que... ouais, voilà pour Les Jours. Puis, tu sais, regardez dans les cinémas autour de vous, les cinémas indépendants, il y a des bonnes chances qu'il y ait des Q&A ou la présence de Geneviève et ou Marie-Philippe là, pour répondre aux questions du public ou juste projection organisée par un groupe de soutien au cancer du sein ou au cancer en général. Fait que, voilà, pour Les Jours. Et dans les autres sorties, ben là, on l'a pas vu, mais on en avait parlé. La Patte Patrouille, La Super Patrouille, le film. Comme on adore les titres de films qui disent le film dedans, juste pour être certain. Mais je comprends que dans le cas de La Patte Patrouille, il y a tellement eu de téléséries, de dérivés d'affaires qui veulent dire ça, c'est un film, les amis. Ce qui pourrait s'appeler La Patte Patrouille 2. Là. Fait que là, cette fois-ci, ben, tous les jeunes chiots vont acquérir des super pouvoirs grâce aux cristaux d'un météorite qui est également convoité par un scientifique complètement dingo. D'accord. Fait que voilà pour les super chiens. Qui devrait fonctionner honnêtement. Qui va probablement, parmi tous les films qu'on a parlé, c'est sûrement lui qui va faire le plus d'argent en fin de semaine. Une franchise qui a une dizaine d'années, à peu près quand même, La Patte Patrouille. Ouais, puis c'est une production québécoise. Hein. Je pense que l'animation, en tout cas, l'animation est faite au Québec. Puis je me demande si c'est pas même, disons, canadien comme produit. Ça, je pense que c'est Ontario. Je pense que ça a commencé avec TV Ontario, puis après ça, diffusé aux États-Unis. Donc, quand même, bravo, un succès ici. Il y a un petit peu de nous là-dedans. Ben oui. Je me souviens de ce que je voulais dire. Ouais, vas-y. Oui, par rapport à Dumb Money. En fait, c'est intéressant parce que dans le film, on apprend d'où vient ce titre-là. Puis je trouve qu'en français, c'est sûr que c'est pas évident à traduire, mais Bêtement riche
ne veut rien dire, alors que dumb money a vraiment une signification. Ouais, c'est ça. Ce qu'ils appellent le dumb money, c'est l'argent des pecnos qui investissent puis qui vont généralement perdre. Comme un peu si tu vas jouer au poker en ligne juste pour le fun parce que tu peux, mais tu vas le perdre. C'est ça. Sauf que là, les dumb ont été plus forts que les brillants, puis c'est ça qui a fâché ces gens-là de Wall Street. La semaine prochaine, 6 octobre, The Exorcist Believer, que je pense que tu attends quand même avec curiosité et intérêt. Vraiment. La suite directe au Exorcist de 1973. Et Testament de Denis Arcand, la première officielle a eu lieu à Montréal cette semaine. Les échos sont quand même bien. Honnêtement, moi, je suis pas vendu par la bande-annonce, mais les premières critiques que je vois sont positives. Bon, alors, tant mieux, surtout que ça risque d'être pas mal son dernier film. Je pense qu'il y a un petit jeu de mots là-dedans avec le fait que ça s'appelle Testament et tout. À 82 ans, je pense que c'est peut-être sa façon de dire je me retire après ça, les amis. Là. Surtout qu'il ne tourne pas non plus de façon en continu là, régulièrement. Là, c'est toujours. C'est aux 5 ans. 4-5 ans, c'est ça. Fait que. Il y a bien des réals qui voudraient tourner plus souvent qui n'arrivent pas à tourner plus qu'aux 4-5 ans. Fait que, faut pas s'en plaindre. Écrivez-nous comme d'habitude au balado au singulier à commercial-monciné.ca et on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ça, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn, puis je regrette encore de ne pas avoir acheté des actions de GameStop au début. Qui sait, on enregistrerait peut-être ce balado dans une île des Caraïbes en quelque part. Avec des micros en or, mais il fallait savoir les vendre au bon moment. C'est ça la clé.